le monde et bienvenue dans ce coin lecture de août, troisième partie, donc avant-dernière partie, dans lequel nous allons parler tout d'abord de L'Exorciste de William Peter Blatty, traduction de Jacqueline Remillet. Il n'y a pas de trois ici, elle était là, elle s'était cachée. C'est en s'inspirant d'un fait divers survenu dans le Maryland en 1949 que William Peter Blatty s'est lancé dans l'écriture de ce qui allait être l'un des plus grands succès de librairie de la seconde moitié du XXe siècle. Depuis sa parution en 1976, L'Exorciste s'est vendu à « Oh, s'en fout ta gueule !» De quoi s'agissait-il? Du comportement très étrange d'une gamine de 12 ans, Régine, fille d'une actrice célèbre, des bruits mystérieux, des meubles qui se déplacent dans la nuit, autant de phénomènes de plus en plus effrayants devant lesquels les médecins restent impuissants. Lorsque la situation empire, on retrouve sous la fenêtre de la jeune fille le cadavre du meilleur ami de sa mère. Il ne reste plus qu'à tenter l'exorcisme. À partir de cette trame, William Peter Blatty a bâti dans un style unique l'un des récits d'épouvante les plus célèbres de la littérature. On en jugera en le lisant, portes et fenêtres hermétiquement closes. Excusez-moi, il y a une pie dans le jardin qui a un truc sur le dos. Est-ce que c'est une pie bionique avec une clé USB? Eh, dis donc! Mais vas-y, bouffe la bouffe des chats, toi! En train de bouffer toute la bouffe des chats. Bah oui, flaf, oui, j'espère bien. Alors, pellicule sur 20. La raison pour laquelle je lui ai mis pellicule sur 20, elle est très simple, c'est que, globalement, pour moi, on n'a pas vraiment à faire un livre qui a un style exceptionnel. Pour moi, le style est pas ce que je mettrais en avant, si je devais vous parler du livre, parce que Blatty a un style très visuel. Ça a dû être de la crème à adapter parce que tout est dans le livre. Tu vois, il a un style très descriptif, très visuel, très cinématographique. Tu as parfaitement le film en tête quand tu lis le livre. Ce qui n'est pas gênant. Pour le coup, l'adaptation en film est très fidèle et fonctionne très bien. Enfin, il y a vraiment c'est une belle histoire d'amour, quoi, si vous voulez, entre le livre et le film. C'est-à-dire que, pour moi, le film est supérieur parce que le film est plus remarquable en termes de style. Le film est plus inventif en tant que film que ne l'est le livre en tant que livre. Mais si on suit uniquement en termes d'intrigue, uniquement en termes d'histoire, on est sur deux œuvres très semblables, qui manipulent des idées très semblables et qui utilisent une intrigue très similaire pour arriver à communiquer, communiquer finalement l'émotion que les deux œuvres veulent communiquer, c'est-à-dire une angoisse, un dégoût quelque part, même plus que quelque part, un vrai dégoût, et un peu de désespoir, j'ai envie de dire. L'Exorciste est l'un des films qui m'a fait le plus peur de ma vie, et je pèse mes mots. Je l'ai vu seul dans mon lit sur un ordinateur portable, je l'ai vu dans les pires circonstances, dans les circonstances les plus effrayantes, et L'Exorciste fait partie de ces films qui m'ont vraiment fait peur. Après, t'oses plus te lever, quoi. Après, t'oses plus te déplacer dans le noir. Enfin voilà, c'est un film qui a été très efficace en ce qui me concerne. Et j'ai retrouvé exactement la même sensation de frayeur, d'angoisse pendant la lecture de L'Exorciste. Pour plusieurs raisons très efficaces, c'est que le roman a les qualités propres aux médias, c'est-à-dire on sait mieux ce que les personnages pensent. On a plus le temps de se familiariser avec eux, c'est-à-dire que le film va durer 2 heures, la lecture du livre a duré 5 heures, je crois, en ce qui me concerne. 6 heures. On pose plus les choses, on a plus le temps de poser et les relations et l'ambiance. Et il y a aussi certains trucs, le livre se permet d'aller un tout petit peu plus loin, mais vraiment, c'est pas tant aller plus loin que être plus précis. On est sur des descriptions absolument abjectes de choses, de faits. Voilà, les scènes que vous avez en tête du film L'Exorciste, je spoil pas pour les gens qui l'ont pas encore vu, et je comprends qu'il y a des gens qui ne veuillent pas le voir. Les scènes sont décrites avec plus de détails, c'est abominable, quoi, c'est abject. Et c'est abject tant dans le fait que tout ce qui est déliquescence corporelle, tout ce qui est horreur, body horror, quoi, si vous voulez, horreur vraiment organique, la dégénérescence dans un sens du corps de Regan, qu'ils n'ont pas traduit par Régine, ils sont restés sur Regan, tant à ce niveau-là que dans le côté vraiment abject qu'on parle d'une fillette de 10 ans, quoi. Et là, tout ce qui est horreur physique, verbale, c'est beaucoup plus choquant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose de l'ordre du tabou, quoi. Et c'est très efficace à ce niveau-là. C'est vraiment un livre qui te met mal à l'aise. Et ouais, donc la fin est exactement la même que dans le livre. On peut considérer que ça finit bien,
d'une certaine façon, je me permets de spoiler, hein, parce que c'est pas le genre de truc que tu lis pour la fin, ça finit bien dans le sens où, voilà, où la gamine est sauvée, mais, et c'est là que je veux dire qu'il y a un peu de désespoir, c'est que Karas explique, et puis aussi Karas a trouvé la paix, enfin voilà, il y a plusieurs... Karas, c'est le prêtre qui vient exorciser. Karas exprime très tôt l'idée que on ne peut pas se débarrasser d'un démon. C'est-à-dire que Pazuzu, le démon qui possède Regan, n'est pas vaincu à la fin. Il est parti, mais sans doute il reviendra. Il n'a pas été renvoyé chez lui, il n'a pas été... Enfin voilà, il est juste temporairement arrêté. Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce qu'on ne sait pas comment il est arrivé, et on ne peut pas l'empêcher de revenir. Tu restes un peu sur cette émotion-là à la fin. Et ça, c'est terrible, quoi. Puis il y a un autre aspect dont j'ai un peu envie de parler, c'est la traduction. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec le concept de traduction, il y a globalement 2 écoles principales en ce qui concerne la traduction. Il y a essayer de traduire de telle sorte que ça soit le mieux possible pour le lecteur, donc le français en l'occurrence, que ça sonne le plus français possible. Et il y a l'approche opposée qui est essayer de rester le plus original possible dans l'approche du texte. Genre, typiquement, décider de laisser le personnage qui s'appelle Regan, alors que c'est un prénom qu'on donne pas, quoi, chez nous, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, c'est vraiment 2 écoles. Est-ce qu'on laisse Regan, et à ce moment-là, on est plus aux États-Unis, on est plus, voilà, mais ça sonne bizarre à l'oreille quand on le prononce, ça sonne bizarre pour le lecteur français, ou est-ce qu'on met Régine, et à ce moment-là, on est plus dans, le confort du lecteur français. Là, c'est un exemple avec lequel je dirais mieux vaut Regan parce que ça se passe aux États-Unis. Donc, si tu me dis que la gamine américaine s'appelle Régine, là, il y a une déconnexion qui se fait. Mais je pense que... j'ai oublié le nom de la traductrice. Jacqueline Remillet. Je pense que Jacqueline Remillet est fermement de la 2e école et va essayer d'être le plus proche du texte original possible. Des fois, elle fait des choix qui m'ont, moi, sorti parfois de l'histoire. Notamment, je pense à 2 exemples. Le fait que la mère de Regan, Chris MacNeil, à un moment donné, organise une party, et tu te dis, c'est vrai qu'il n'y a pas de mot pour ça. Il n'y a pas de mot parfait pour ça. C'est pas une soirée, c'est pas une fête, c'est pas une réception. Et du coup, une party, c'est... Voilà, c'est le terme anglais, gardez le terme anglais. Mais moi, je me suis dit, partie, c'est pas un mot qui existe en français. Et du coup, moi, ça m'a un peu gêné. Et il y a un autre moment où ça m'a gêné, c'est... Je sais plus, c'était une tournure de phrase. Je crois que c'est pas précisément ça, mais c'est quelque chose dans ce goût-là. C'était pour traduire, je crois que c'était Let It Be, mais je suis pas sûr. La traductrice a décidé de mettre Laisse-le être, parce que c'était plus proche de ce que l'auteur avait probablement voulu dire, c'est-à-dire laisse cela être. Mais en français, pour traduire l'expression complètement consacrée, pour remplacer le Let It Be, c'est ainsi soit-il. Laisse-le être, ça sonne mal. Mais je suis pas sûr que ce soit Let It Be, laisse-le être, ainsi soit-il. C'était peut-être une autre traduction d'une expression consacrée, qui a une autre expression consacrée, mais qui a été traduite plus mot à mot, ce qui fait que ça a sonné anglais. Ça sonnait traduction littérale de l'anglais, et du coup... un peu bizarre, mais ça c'est purement une question d'approche, c'est purement une question de point de vue, c'est juste que c'est rare que j'ai l'occasion de vous parler un peu de la traduction. Donc là j'en profite vu que j'ai l'occasion de le faire. Alors faut s'accrocher un peu au début parce qu'on suit la vie de Chris MacNeil, qui est pas bien passionnante, qui a pas la vie la plus... On se fait chier hein, quand elle parle de sa vie. Globalement, il y a commence à y avoir des débuts de possession, et ça c'est un peu... c'est pas rigolo, mais c'est vivant, quoi. C'est un peu... Ça induit une tension, ça induit du stress, ça induit de l'angoisse, ça induit un trigger émotionnel, si vous voulez. Mais alors, l'entendre parler de son taf, l'entendre parler de j'ai envie de devenir metteuse en scène, mais je sais pas si j'aurai le niveau... Est-ce qu'on peut se brancher sur la gamine qui parle à un ami imaginaire avec la planche de Ouija, s'il vous plaît? C'est vraiment juste le début, et quand l'horreur arrive, l'horreur est là, quoi. C'est très... Ah! Je sais pas si c'est un défaut ou si c'est une qualité. Au début, c'est une qualité. Les personnages résistent à l'idée qu'il y a une possession. Les médecins sont déjà en train de dénigrer l'aspect psychiatrique du truc. C'est-à-dire, ils sont en mode, il faut d'abord éliminer les causes somatiques, il faut d'abord voir si elle n'a pas une tumeur au cerveau, un anévrisme, s'il ne s'agit pas d'une réaction physiologique à quelque chose. Alors que la gamine a les symptômes que vous savez si vous avez vu le film, et si vous n'avez pas vu le film, on exclut l'aspect physiologique très tôt, notamment la scène où elle descend les escaliers. Je ne vais pas être plus précis que ça, mais voilà, texto, ça...
Et les médecins ils disent non, c'est probablement un peu psychologique, c'est probablement physiologique, c'est très certainement dans le lobe frontal. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que quand ça commence à devenir très clairement une possession, mais genre vraiment, genre elle se met à parler latin à l'envers, enfin voilà, enfin... Pareil, si vous avez vu le film, imaginez ce qui se passe. Quand ça commence à devenir très clairement une possession, les médecins font... Ouais, bon, peut-être que c'est psychologique alors. Je me dis, c'est bien, vous avez 5 trains de retard les enfants, c'est parfait. Et ce qui est une qualité au début, devient très frustrant quand Karass arrive et doit confirmer ou infirmer qu'il s'agit d'une possession, et qu'il a une liste de symptômes, que la gamine a tous les symptômes dans l'ordre alphabétique, et que lui, il est toujours extrêmement sceptique en mode « c'est probablement pas une possession ». L'église est très très ferme sur les cas de possession, il y en a très très peu, et ça doit être absolument texto une possession, sinon on peut pas dire que c'est une possession. J'ai écrit dans mes notes, je commence à en avoir plein le cul que Karass a clairement un éléphant sous les yeux, et qu'il essaie de se convaincre qu'il s'agit d'un chien très particulier. Mais c'est vraiment... ouais, mais peut-être qu'elle fait une crise d'hystérie très particulière, peut-être que, voilà... peut-être que c'est l'adrénaline qui fait qu'elle est forte, peut-être qu'elle a une crise d'épilepsie qui fait bouger le lit. Le lit lévite, connard! Ça ne fait pas ça, l'épilepsie. Ça ne fait pas léviter les choses. Ça n'existe pas, ce que tu dis. Mais, globalement, j'ai beaucoup aimé, et globalement, j'ai beaucoup retrouvé le film. Je préfère le film, personnellement, mais j'ai découvert la lecture avec beaucoup de plaisir, et je vous la recommande très chaudement. Et donc ensuite, nous avons La guerre des maisons pirates des trois mers de Guillaume Coulati. Je suis tellement content pour lui parce que ça fait des années qu'il attend sur ma pile à lire. Ça fait littéralement des années qu'il attend que je lise son livre. Il a eu le temps de sortir les tomes 2 et 3 de sa saga depuis qu'il m'a envoyé le premier. Je vais commencer par éclaircir quelque chose parce que l'auteur Guillaume Coulati m'a envoyé les tomes 2 et 3 de sa saga par la suite, après m'avoir envoyé le tome 1. Le fait d'avoir l'adresse postale à laquelle vous pouvez m'envoyer des livres n'est pas une invitation à m'envoyer tout ce que vous voulez. Demandez-moi d'abord et je vous dirai si oui ou non vous pouvez m'envoyer d'autres choses à cette adresse. Mais ne partez pas du principe que vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez. Voilà. Le livre. S'embarquer comme pirate, parcourir les trois mers. Nombreux sont les Fertossolon à se lancer dans l'aventure, mais quand on est le fils aîné d'une des plus puissantes familles du Fertossolon, héros de guerre à l'avenir tout tracé, tout devient plus compliqué. Dans un monde dur et sombre où les grandes maisons se livrent une lutte acharnée à coups d'intrigues et de trahisons, il en faut peu pour se retrouver avec des guildes d'assassins aux trousses ou entraînés dans une guerre de clans. Et c'est souvent de l'intérieur que viennent les coups les plus tordus. Je m'appelle Carplèche de la famille Farge, je suis un pirate. Pirates des Trois Mers est le premier roman de Guillaume Coulati et le premier volume d'une saga intitulée La guerre des maisons. Il y raconte l'histoire de Cliné et Carplèche luttant contre un destin planifié pour eux au nom de la grandeur de leur famille, pour leur malheur et notre plus grand plaisir. Je lui ai mis drapeau de pirate sur 20, je vous expliquerai à la fin pourquoi j'ai mis un drapeau de pirate sur 20. Alors, d'entrée de jeu, ça a été très difficile. Alors déjà, on commence et il y a des Élimes, qui sont un peuple fantastique inventé par l'auteur. Et je me dis, c'est une histoire de pirates, il y a vraiment pas... Et en plus, il y avait vraiment pas besoin de créer une race fantastique pour ça. Ça aurait pu être des humains améliorés, ou des humains... Si vous voulez, ça justifie une espèce de racisme entre les deux races, quoi, entre les humains et les Élimes. Mais j'ai aucun mal à croire au racisme entre des humains et d'autres humains. Aucun mal! C'est quelque chose que j'arrive à me figurer extrêmement bien. Pour moi, c'était pas nécessaire, et surtout ça apportait rien, et c'était... j'ai trouvé ça un peu paresseux, quoi. Un peu... Oh, fantastique! Émerveillez-vous du fantastique. La fantaisie, pour moi, j'aime pas. J'aime juste pas. Mais là, c'est purement une question de moi. Je trouve ça superflu et trop facile. En l'occurrence, stérile dans le sens où ça n'apportait rien d'après moi. Mais là, c'est que moi. S'il y en a d'autres qui sont pas d'accord, je peux complètement l'entendre. Ensuite, l'autre problème que j'ai eu avec ce livre, c'est qu'il avait la main très très lourde sur la caractérisation des personnages. Et en plus, c'était pas une super caractérisation, c'est-à-dire que l'auteur présente son protagoniste comme un trou de balle, un gars qui a un énorme orgueil, qui a été élevé par des connards pour devenir un connard, et du coup, quelque chose qui est un défaut mais qui est devenu une qualité, c'est qu'il ne respecte absolument pas cette caractérisation. C'est-à-dire que à plusieurs reprises, l'auteur va dire « Tant pis pour son orgueil, il allait faire ça » ou « Allant contre sa nature, il allait faire ça ». Et du coup, tu vois, c'est un défaut qui annule un autre défaut.
C'est-à-dire, je vous présente le protagoniste, c'est une grosse merde, mais contrairement à son tempérament de grosse merde, il va faire des trucs bien. Je dis bon, ouais, il va faire des trucs bien, finalement c'est ce qui compte. La force du roman, c'est que le suspense est suffisamment efficace pour donner envie de continuer, pour donner envie de finir le roman. Mais pour moi, le développement des personnages et de l'univers n'est pas suffisamment intéressant pour donner envie de lire la suite. C'est-à-dire que je suis allé au bout de ce roman-là, mais je pense que j'ai fait le tour de ce qui m'intéresse dans cet univers-là. Et je suis même allé un peu au-delà de ce qui m'intéresse, parce que je suis pas vraiment rentré dedans, quoi. Et c'est pour ça le drapeau de pirate sur 20, c'est parce que l'univers est trop nihiliste pour moi. Il n'y a pas vraiment d'espoir, il n'y a pas vraiment de joie, il y a pas vraiment... Tout le monde trahit tout le monde est pourri d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas de belle humanité là-dedans. Du coup... j'ai pas envie, c'est pas pour moi. Après, c'est pas objectivement un défaut, ça peut être pour certains, ça décrit bien un univers si vous voulez, ça veut vraiment dire que là pour le coup il est resté fidèle à cet aspect de l'univers là, c'est-à-dire que c'est un univers dur dans lequel une erreur te coûte la vie, et voilà. Si c'est votre cam, et je doute pas que ça le soit pour certaines d'entre vous, vous trouverez votre compte dans ce roman-là. Le style est ce qu'il est. Il est ni bon ni mauvais. Oui, voilà, c'est pas pour le style que vous allez lire ce roman-là, je pense. Maintenant, toujours pareil, si vous voulez vous faire votre idée, le mieux à faire, c'est encore de le lire. Moi, personnellement, j'ai lu celui-là, je lirai pas les suites. Il y a de l'aventure, il y a des trahisons, l'intrigue est bien, le suspense est bien mené, ça suffit pour que la lecture soit agréable, et si les mondes vraiment sans espoir, sans joie, très nihilistes comme ça, vous posent pas de problème, vous trouverez votre compte dans La Guerre des Maisons. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour finir le coin lecture de août en beauté avec La Nuit des Temps de Barjavel et avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Je crève de chaud. Je vous rappelle qu'il y a toujours en ce moment le tournoi des 3 maisons. Non, 4 maisons. Non, c'est 3 maisons, hein. La coupe des 4 sorciers, le tournoi des 3 maisons. Non. Merde. Le tournoi pour le coin lecture spécial vos suggestions. Vous le savez, c'est tous les jours à 17h. Il y a des poules contenant 15 livres. Ça fait beaucoup de livres à ranger dans une poule. La pauvre poule. Vous pouvez voter pour votre œuvre préférée et elle se retrouvera dans les 16e de finale du tournoi pour le coin lecture spécial vos suggestions. Donc les livres que je lirai en novembre. Pour les lecture de décembre. Vous pouvez liker la vidéo, c'est toujours sympathique, vous pouvez vous abonner, je vous rappelle que 30% d'entre vous ne sont pas abonnés, donc si vous pouviez vous abonner, ce serait vraiment chouette, et vous pouvez lâcher un commentaire, même pour dire quelque chose de très trivial, ça fera toujours plaisir, et ça m'aidera à référencer, n'est-ce pas, ces vidéos, vous savez comment ça fonctionne. Bonne fin de journée à tous, et à la semaine prochaine pour la fin du coin lecture d'août. Salut tout le monde. Le ventilateur